lien avec ce que l'on ne voit pas, ce qui se devine, ce qui se perçoit par l'intuition, mais qui dépasse ce qu'on appelle la réalité ordinaire. Donc le chaman, la personne en tout cas qui a une pratique chamanique, c'est quelqu'un qui est capable d'entrer en interaction avec le monde non ordinaire, le monde invisible. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume, tu es un être humain de sexe masculin. Plus ou moins, ouais, apparemment. C'est juste pour l'instant? Pour l'instant, ça se tient. Donc écoute, moi je suis heureuse de parler aujourd'hui avec toi d'une des choses qui t'anime depuis quelques années maintenant, à savoir le chamanisme. Personnellement, grâce à mes études d'ethnologie à la fac, j'ai quelques notions de ce qu'est ce mystérieux concept exotique, mais ça reste toujours un peu flou. Alors, est-ce que tu te souviens de quand ça a commencé Je m'intéresse à beaucoup de choses depuis l'enfance, disons à pas mal de sujets au-delà de la rationalité, de la réalité ordinaire. Donc j'ai toujours été passionné de fantastique, de récits, de contes, etc. Donc j'avais bien sûr entendu parler du chamanisme au fil des années. Mais je me suis vraiment personnellement impliqué dans l'apprentissage du chamanisme. J'ai creusé le sujet à partir de 2014. Donc ça s'est fait progressivement sous la forme de séminaires pour en savoir plus et puis pour apprendre. Le chamanisme, c'est une forme de spiritualité très très ancienne. Pas mal de gens aujourd'hui, d'ethnologues ou de spécialistes de la préhistoire, estiment même que par exemple les grottes de Lascaux, les dessins des grottes de Lascaux, pour parler de quelque chose, d'une référence française bien connue, il y a des théories qui laissent entendre que c'était des dessins chamaniques. C'était donc une forme de spiritualité par nos ancêtres il y a très très longtemps, parce qu'ils dessinaient ça dans des grottes extrêmement difficiles d'accès, dans le noir, etc. C'était pas quelque chose d'ordinaire. Il était probable qu'il y avait une notion rituelle, qu'il y avait quelque chose de très fort, d'important. Ce n'était pas des dessins pour se passer le temps ou se faire plaisir. Le chamanisme est présent sur Terre depuis donc plusieurs dizaines de milliers d'années, sous différentes formes bien sûr, et il est encore pratiqué de nos jours. Il y a des descendants de cette pratique spirituelle partout, en fait, y compris dans nos pays, sachant que voilà, les pays aujourd'hui dits développés, nos sociétés modernes ont plutôt mis ça de côté, la religion a plutôt pris la place en fait, de cette pratique-là, avec tout ce qui va avec, l'organisation sociale, etc. Mais voilà, le chamanisme perdure chez certains peuples, par exemple en Mongolie, chez les Inuits, bien sûr chez les peuples d'Amérique du Sud. Et puis chez nous, je dirais qu'il est en train de revenir en force, d'une manière pour l'instant discrète, mais de plus en plus évidente. On a l'impression que les Occidentaux s'intéressent de plus en plus. Est-ce que c'est juste quand je dis les Occidentaux ou Oui, je pense tu élargirais encore ça? Je pense qu'on peut dire ça. Je pense que les Occidentaux en particulier, parce que déjà ce sont ceux que je connais, que je côtoie, donc je ne vais pas prétendre, d'ailleurs, voilà, tout ce que je dis ici, c'est mon point de vue personnel à partir de mon expérience et de mes lectures, c'est pas un absolu. Mais oui, en tout cas, on peut constater en Occident, en France, aux États-Unis, dans différents pays d'Europe, etc. Moi, je pense qu'il y a un manque de spiritualité flagrant dans nos sociétés, qui sont extrêmement matérialistes, extrêmement rationnelles, fascinés par la science, voire le scientisme, c'est-à-dire vraiment remplacer en quelque sorte la religion par la science. Et donc, on ne croit que ce que la science a bien voulu valider, et si la science ne valide pas, alors c'est faux. Voilà, donc ce cocktail-là, en fait, je pense, nous rend malheureux, nous coupe de nos liens avec la spiritualité, donc le rapport au cosmos, le rapport à l'existence, à tout ce qui vit, à la nature, on pourrait dire. Chez nous, bon, on le sait que c'est problématique. Donc, certes, on a le confort, on a les moyens, on a la technologie, on a beaucoup de choses, mais beaucoup de gens sont malgré tout en quête de sens, en quête d'autre chose. Il manque une composante à leur vie. Et le chamanisme, la spiritualité en général et le chamanisme en tant que peut-être ancêtre de la plupart des spiritualités existantes, voilà, peut être une réponse pour certaines personnes. En tout cas, ça leur apporte quelque chose. Ça complète leur vision, leur perception, leur façon d'être dans le réel. Et qu'est-ce qui a fait en 2014 que tout d'un coup tu t'intéresses au chamanisme? Est-ce que c'est parce que tu as lu un livre sur le sujet?
Alors c'est une rencontre en fait, c'est quelqu'un, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui elle-même, cette personne se formait au chamanisme à ce moment-là, enfin avait déjà une bonne formation. Et au début elle était un petit peu pudique parce que déjà c'est une pratique qui peut être très intime, je veux dire c'est un travail spirituel personnel avant tout. Et chacun a son cheminement, mais c'est aussi parce que dans notre culture, bien sûr, ça peut vite être vu comme farfelu, puisque voilà, on fait appel à des choses invisibles, etc. Donc il peut y avoir une prudence que je comprends bien, mais voilà, voyant que ça m'intéressait sincèrement et que je n'allais pas me moquer, elle a bien voulu voilà, m'en parler plus en détail, et là je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas moi? Est-ce qu'il y a des formations en France sur le chamanisme? Alors je pense il est clair qu'il y a une demande de plus en plus forte, et donc il y a bien sûr toutes sortes de formations qui existent pour répondre à cette demande. Moi j'ai eu la chance d'être formé auprès de la branche française de la Federation for Shamanic Studies, donc la fédération des études chamaniques, qui est au départ donc une association américaine qui a été, qui a été fondée par Michael Harner, qui est un ethnologue, un anthropologue américain, récemment décédé, à plus de 80 ans. Donc il a consacré, lui, sa vie à la rencontre des chamans de toutes sortes à travers le monde, de toutes sortes de traditions chamaniques. Et il en a tiré, en fait, ce qu'il a baptisé par la suite le core shamanism, donc le cœur, le noyau du chamanisme. Il a constaté qu'au-delà des différences de folklore, des différences de regard sur la réalité, de fonctionnement en fait de ces cultures chamaniques très différentes, parce qu'elles vivent dans des endroits différents, avec des animaux différents, des climats différents, etc., des cultures différentes, il y a des choses qui se recoupent entre toutes ces traditions. Et il a essayé donc voilà, en quelque sorte d'extraire, si on peut dire, la substantifique moelle et de recréer, de proposer en Occident un chamanisme qui n'est pas une copie ou une appropriation du chamanisme traditionnel de peuple premier qui le pratique depuis des millénaires, mais qui est plutôt une manière de retrouver notre chamanisme en se basant cependant voilà, sur des choses qui sont au cœur de toute la pratique chamanique, quelle qu'elle soit ou qu'elle soit. Qu'est-ce que tu me conseillerais si maintenant je m'intéressais vraiment à fond et que j'avais envie de pratiquer? Est-ce que tu me conseillerais une formation en particulier ou une façon de m'y prendre? Ça peut être très intéressant de commencer par des lectures autour du chamanisme. C'est assez accessible. Voilà, il suffit d'emprunter, d'acheter des livres autour de ce thème. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je pense par exemple aux ouvrages de Laurent Huguely, qui est donc la personne auprès de qui j'ai été formé. Il a récemment publié un ouvrage qui s'appelle Mère, qui est très intéressant, Mère comme la maman. Mais il y a aussi les ouvrages devenus célèbres de Corinne Sombrin, qui est donc une personne française qui est un peu involontairement devenue chamane, parce qu'elle en avait les capacités, et lors d'une rencontre avec un chaman en Sibérie, si je me souviens bien, elle s'est rendue compte voilà, qu'elle avait un don, et on lui a même dit il faut que tu te formes. Enfin, les chamans lui ont dit mais voilà, c'est quelque chose que tu ne peux pas ignorer. Et donc voilà, elle a écrit plusieurs ouvrages sur ses expériences très intéressantes. Et puis il y a ce film qui a été tiré d'ailleurs de ses écrits. Dans le film, c'est une chamane, si je me souviens bien. Peut-être, Est-ce que voilà. c'est juste? Alors, dans mon souvenir, elle assiste à une cérémonie avec un chaman. D'accord. Et c'est là qu'elle a sa première transe involontaire. Et ensuite, parce que c'est une femme notamment, on l'envoie se former auprès d'une chamane, qui est Enketuya, qui est donc la chamane qui l'a formée. Donc le chaman, le premier, dans les ouvrages, il n'a pas une importance majeure. Enfin, en fait, il est déclencheur. Disons que c'est intéressant au sens où ça permet d'avoir le témoignage d'une personne, on va dire, ordinaire, une citoyenne française, parfaitement intégrée au monde moderne, qui se retrouve face au chamanisme et qui se découvre des capacités qui viennent ouvrir sa vision du monde, qui viennent enrichir son regard sur la réalité, sur sa propre personne. Ça l'aide aussi à travailler des problèmes personnels. Donc c'est intéressant. Après, il y a des ouvrages plus théoriques. En France, il y a Arnaud Rioux qui a écrit plusieurs ouvrages sur le chamanisme. Il y a aussi un ouvrage qui me semble très intéressant qui s'appelle Le chaman intérieur, de Claude Poncelet, j'espère ne pas me tromper, qui est un Belge mais qui a travaillé beaucoup aux États-Unis et qui a su aussi voilà, mêler dans sa vie. Et c'est un scientifique, donc quelqu'un voilà, qui était à la fois un scientifique et un chaman. C'était assez intéressant ce mélange
deux visions du monde. On a tendance à penser voilà, que la science et le chamanisme s'opposent, que le chamanisme c'est surtout des superstitions, du folklore, des choses voilà, pas crédibles réservées à des peuples un peu bébêtes qui ne sont pas modernes. En réalité, la science et le chamanisme tendent de plus en plus à se rejoindre. Et donc, il n'y a pas forcément d'opposition. Et on peut tout à fait être scientifique et pratiquer le chamanisme, même si ça demande une ouverture d'esprit, justement, qui va au-delà du scientisme que j'évoquais tout à l'heure. Ça me fait penser, alors j'ai pas la citation en tête, mais il y a beaucoup de citations de Einstein, finalement, autour de l'importance de l'intuition et de l'imagination. Ouais, Donc ça rejoint ce que tu dis. ça rejoint tout à fait ça. Ouais, ouais, j'ai vu aussi souvent passer ça. Et je pense qu'on oublie ça un petit peu. C'est un peu une parenthèse, mais le regard qu'on a sur la science et les scientifiques a tendance à être très technique, très factuel, et elle oublie ça. Et la plupart des grands scientifiques, des gens qui ont fait des grandes découvertes, des gens voilà, qui sont très forts dans le domaine, ils ont aussi ce côté, cette grande capacité d'imagination, ce qu'on appelle l'imagination, qui est un truc un peu mystérieux, et cette capacité d'intuition, effectivement, de relier des choses qui semblent ne pas aller ensemble, etc. Et la science avance beaucoup aussi. Bien sûr, elle avance avec des travaux après extrêmement minutieux et longs, et voilà, mais elle avance aussi beaucoup comme ça. Hmm. J'avais une discussion autour il n'y a pas longtemps, là, autour de la schizophrénie. Et la personne me disait, finalement, on est tous un peu schizophrènes à la base. Enfin, les frontières sont floues entre, tu sais, le fait que quand on est enfant, on a un ami imaginaire. Et ou des fois même, il y a des personnes qui disent qu'ils ont des hallucinations un peu auditives, des enfants, et qui ont l'impression qu'on les appelle. Enfin, j'ai beaucoup entendu ça dernièrement. Donc, des fois, j'ai l'impression qu'il y a aussi peut-être cette peur de se dire mais qu'est-ce qu'on vit quand on fait une transe chamanique, et si on a... Est-ce que c'est de l'imagination ou est-ce que c'est des hallucinations, et du coup, est-ce que ça a à voir avec la maladie mentale? Je pense qu'il y a de la confusion finalement autour de ça. Je sais pas ce que tu en penses. Alors c'est vrai que chez nous, il y a vraiment la norme et ce qui est hors norme, et on tombe si on est hors norme, on tombe facilement dans la pathologie. On va dire cette personne est malade, cette personne a un problème, etc. Et comme on est une société particulièrement rationnelle, ben évidemment, voilà, on regarde les choses, enfin beaucoup de gens en tout cas regardent les choses selon une grille rationnelle. Donc évidemment, dès qu'on dit bah, j'entends une voix mais il n'y a personne, ça paraît bizarre. Les enfants, pour moi, ils sont pas encombrés par cette grille rationnelle, donc ils peuvent capter certainement plus de choses du réel que des adultes formatés par ces grilles. Ce qui explique peut-être qu'il y a une proéminence des enfants dans les gens qui voilà, ont des amis imaginaires, entendent des voix. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas peur de se raconter des récits et de le raconter avec beaucoup d'aplomb et de certitude que oui, ils ont un ami imaginaire qui leur a dit des choses, ou un oiseau leur a dit des choses, ou ils ont entendu quelque chose, ou le vent leur a soufflé une idée. Voilà. Ça, c'est très chamanique. Simplement, dans notre culture, on pense juste que c'est un délire d'enfant. Voilà, et que si c'est quelqu'un qui est adulte, c'est plus inquiétant. Bon, je parlais de Corinne Sombrin, mais justement, elle a dédié beaucoup de son temps et de sa pratique chamanique à essayer de faire étudier par la science les transes dans lesquelles elle entre à l'aide de son tambour lorsqu'elle pratique le chamanisme. Et puis par la suite, elle a appris à entrer en transe sans tambour, parce que c'est plus facile à faire dans les laboratoires. Et justement, voilà, donc je n'ai pas les détails, d'autant que les études sont toujours en cours, mais en tout cas, elle avait indiqué que les médecins voyaient, en regardant son cerveau, voyaient que lors d'une transe chamanique, elle passait par des états proches voilà, de la schizophrénie, de différentes pathologies qui ressemblaient beaucoup à ça, simplement ça durait un certain temps, et au bout à la fin de l'exercice de transe, elle redevenait une personne normale, équilibrée, sans trace de ces pathologies. Ce qui évidemment peut aussi, enfin c'est l'une des pistes qui intéresse le plus les médecins, c'est que si quelqu'un peut volontairement altérer son fonctionnement cérébral de par ce biais, est-il possible de soigner des personnes qui ne l'ont pas choisi, qui sont voilà, dites malades, grâce à des outils venus du chamanisme, peut-être repris par la science. Donc c'est une piste très intéressante. Et il y a aussi ce témoignage qu'on a vu circuler d'un chaman, je crois, d'Amérique du Sud, qui a visité un hôpital psychiatrique occidental et qui, lui, ne voyait pas des gens malades, voyait surtout voilà, des personnes ayant des capacités chamaniques, mais ignorées par la société dans laquelle ils vivaient, ont été mis de côté parce que leur fonctionnement, leur capacité à capter des choses que la plupart des autres personnes ne captaient pas, faisait d'eux des parias, des fous.
des gens inadaptés, alors que s'ils avaient été membres d'une tribu à la culture chamanique, on leur aurait dit certainement, vous êtes chaman et il faut travailler ça. Wow. Ouais, c'est assez fou quand on y pense, hein, quand même. Hein. Alors c'est un site justement, le chamanisme pour moi il ouvre l'œilleton de la caméra par lequel on perçoit le monde et le réel en fait. C'est pas, comme je le disais, il s'oppose pas forcément à notre réalité, à la réalité dite ordinaire, au monde physique. Simplement il l'élargit. On entre en interaction potentiellement avec des énergies qu'on ne voit pas, que nos sens habituels ne perçoivent pas, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. D'ailleurs, la science n'a cessé de progresser et de montrer qu'il y a plein de choses que nos sens ne captent pas, mais qui existent, bien entendu. C'est le cas des organismes minuscules, les virus, voilà, plein de choses. Il y a plein de rayonnements en fait, qu'on ne voit pas, donc il y a des couleurs, des choses que d'autres êtres vivants perçoivent, mais nous pas. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. Voilà, donc le chamanisme, c'est ça, c'est élargir la grille du réel, sachant que pour nous c'est un peu plus difficile parce que souvent on se dit oui mais alors si on ne peut pas le capter, si la science ne peut pas le prouver, alors peut-être que je fabule, que je suis fou, folle, que tout ça c'est mon imagination, etc. Il y a un truc important d'ailleurs, l'imagination. Dans notre société, ça peut être plus ou moins mis en avant selon le travail, si on est créatif, etc. Mais c'est quand même considéré comme quelque chose de l'ordre de l'irréel et donc qui n'a pas beaucoup de valeur. Mais d'où vient l'imagination? Qu'est-ce que c'est? D'où viennent les idées? Comment on fait pour capter ces choses? Comment on fait pour imaginer des choses qui ne se sont jamais produites, qu'on n'a pas connues? L'imagination, c'est beaucoup plus mystérieux que cette façon parfois dédaigneuse d'en parler en disant oh, ça c'est un truc imaginaire, voilà, en gros on s'en fiche. Non, je pense que l'imagination, c'est un peu comme le rêve. C'est peut-être un accès, justement, qui n'est pas raisonné, qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas mesurable, facilement quantifiable, etc., à quelque chose qui n'en est pas moins réel. Voilà, donc c'est important, je trouve, en tout cas, d'admirer l'imagination et peut-être d'admettre que l'imagination peut avoir un caractère spirituel, voire sacré. Et que ce n'est pas forcément voilà, juste un petit délire d'enfant ou de jeune créatif qui a trop d'imagination, etc. Mmh. Tout comme les rêves, parce que c'est vrai que dans notre culture à nous, à part par le prisme psychanalytique ou ce genre de discipline, on s'attarde pas tellement, nous, sur notre vie onirique. Est-ce que justement dans le chamanisme, il y a une place plus grande apportée aux rêves? Alors, ça va varier selon les pratiques, mais oui, le chamanisme a tendance à s'intéresser à tout, à l'ensemble voilà, du réel, y compris bien sûr voilà, les pensées, les rêves. Ils considèrent les rêves comme faisant partie du réel. Oui, voilà, c'est ça. On peut dire ça absolument. C'est-à-dire, c'est pas parce que ce n'est pas traduit dans la matière que c'est irréel. Les rêves sont très réels d'ailleurs. Les émotions qu'on ressent en rêvant sont très réelles. On peut avoir peur, on peut avoir des joies extraordinaires, etc. Voilà, donc c'est quelque chose d'important. Il y a des gens qui vont être très sensibles aux rêves. Il y a des chamans dans certaines traditions où la réponse à une question qu'on leur pose va venir dans un rêve. Voilà, donc bien sûr le rêve peut avoir une grande importance. Après ça varie un peu selon les individus, les sensibilités. Il y a certains grands piliers dans le chamanisme, mais je veux dire c'est un des éléments intéressants, c'est que c'est une pratique qui est quand même très variée. Il y a plein de possibilités selon les sensibilités de chacun. À titre personnel, je peux dire que j'ai moi-même eu parfois des rêves signifiants, disons, ou très intenses à la suite de séances de chamanisme ou d'apprentissage chamanique. Et un truc important vis-à-vis du rêve, c'est que c'est un état de conscience modifié. Ça veut dire que tous les êtres humains sont capables d'un état de conscience modifié, celui du rêve. C'est-à-dire, voilà, on est endormi et le cerveau ne fonctionne pas pareil quand on rêve que lorsqu'on est éveillé, tout simplement. Donc le chamanisme repose là-dessus. La pratique chamanique, c'est modifier son état de conscience, altérer son état de conscience volontairement pour pouvoir accéder à une autre conscience de la réalité et interagir avec quand on est praticien chamanique. Donc c'est important, ça veut dire que tout le monde en est potentiellement capable. Après, c'est comme le sport, la musique, etc. Il y a des gens qui ont des capacités innées très fortes, qui vont être extrêmement doués très vite, ça va très très bien marcher, puis d'autres personnes
dans lesquels je me classerai sans doute, pour qui c'est plus difficile, il faut un peu affronter son mental, son intellect, et puis parfois on doute, etc. Mais en tout cas, il faut bien se souvenir de ça. On est tous capables, notre fonctionnement en fait, fonctionnement de notre cerveau, certes il y a une forme de normalité, mais il ne faut pas oublier que voilà, même pour quelqu'un de très terre à terre, on va dire, etc., qui n'est pas intéressé par ça, il y a cette capacité-là. Le rêve est la preuve de ça. Comment tu fais pour entrer justement en état, alors tu dis en état de conscience modifié? Ouais, ou en état de conscience chamanique. Après, voilà, il y a différentes appellations, mais c'est important parce qu'il y a cette idée d'un état qui est différent de l'état de veille habituel, on va dire. Voilà. Donc les traditions chamaniques sont variées. On peut définir en gros, je vais dire deux grandes catégories. Il y a des traditions chamaniques où on va utiliser des plantes, souvent appelées les plantes maîtresses, donc des plantes qui ont, alors parfois de manière mystérieuse, les êtres humains ont appris à utiliser, genre il y a 5000 plantes dans la forêt, mais ils ont appris qu'il faut combiner celle-là et celle-là, et que dans ce cas-là, il se passe un truc où on a d'un seul coup un éveil différent, une manière de capter le réel qui change. Tu veux dire qu'en fait, la probabilité de trouver la combinaison de ces plantes, elle est très faible et que ça relève presque d'un truc miraculeux finalement. Voilà, d'avoir trouvé les deux plantes qui, quand on les met ensemble, sont capables d'induire un effet spécifique. C'est vrai que c'est difficile à expliquer justement par de simples statistiques en disant sans doute quelqu'un un jour a essayé 500 000 différents types de combinaisons, puis il a tout noté sur une feuille d'arbre, et puis voilà. Non, donc, alors quand on pose la question aux guérisseurs traditionnels, typiquement, voilà, ils vont répondre c'est les plantes qui nous ont dit. En fait, les plantes, ce sont des gens qui communiquent avec la nature, qui vivent au cœur de la nature. Et il y a cette idée que oui, les plantes, peut-être par un rêve, on évoquait le rêve, ou par une transe obtenue différemment, on a une communication avec les esprits des plantes qui vont donner des informations aux gens. Alors pour nous, ça semble évidemment farfelu, en tout cas très différent de notre réalité. Mais rappelons-nous déjà de toutes les expériences qui sont faites ou des témoignages innombrables de jardiniers amateurs qui disent que oui, quand ils parlent à leurs plantes, celles-ci poussent mieux, la musique a un effet sur les plantes, etc. Donc il y a encore plein de mystères vis-à-vis des plantes à explorer. Donc ça, c'est une des voies, c'est l'utilisation de plantes qui vont aider le chaman ou la chamane à rentrer dans cet état de conscience modifié. Et après, il y a à travers le monde de nombreuses traditions où on va utiliser plutôt le son, et donc typiquement le tambour, un rythme lancinant, un rythme hypnotique de tambour. Donc c'est pas de la musique au sens strict, c'est plutôt les vibrations répétitives du tambour qui vont induire un changement dans le fonctionnement de notre cerveau, et donc un état de conscience qui va se modifier. Voilà, donc ça a l'avantage d'être parfaitement légal, alors que les plantes dans nos sociétés, la plupart de ces plantes sont dites hallucinogènes ou considérées comme potentiellement dangereuses, donc elles sont pas, l'usage n'est pas autorisé. Alors que voilà, par le rythme, à part peut-être faire un peu de bruit et déranger les voisins, il n'y a pas trop de risque. J'entre en état de conscience chamanique ou en état de conscience modifié par le biais du tambour. Toute personne qui le souhaite peut entrer en état de conscience modifié et avoir au moins une petite expérience de ce qu'on appelle un voyage chamanique, donc d'aller à la rencontre de ces énergies, des esprits comme on dit, même si ce terme en français il est un peu connoté, hein, ça fait un peu fantôme, un peu esprit frappeur, etc. C'est pas ça. Donc là on parle plutôt de formes d'énergie qui sont autour de nous, qui sont pas perceptibles avec nos sens habituels, mais qui sont bien là et qui ont une forme de conscience, d'indépendance, et avec lesquels on va entrer en communication ou en résonance. Le chamanisme, c'est quand même une pratique spirituelle et c'est une pratique sacrée. C'est pas un jeu, c'est pas un hobby qu'on fait pour le fun. Le jeu, ça peut parfois secouer, les voyages chamaniques peuvent être impressionnants,
Mais par contre, ce n'est pas dangereux du tout au sens de se faire du tort. C'est juste c'est une pratique spirituelle profonde en fait. Voilà, c'est pas un truc qu'on fait juste pour s'amuser. Donc si on est d'accord avec ça, si on accepte de vivre cette expérience en sachant ça, il n'y a pas de risque. Parfois, dans certaines techniques que l'on va apprendre quand on veut être praticien chamanique, on peut se sentir un peu mal, on peut avoir des énergies, on va dire un peu négatives qui restent brièvement. Voilà, ça peut secouer, et un soin chamanique peut secouer, c'est-à-dire que c'est un soin, c'est un soin, c'est la dimension spirituelle de la personne sur laquelle on travaille, et si la personne a des blocages, des choses difficiles dans sa vie, etc., bien sûr, ça peut ramener à la surface des émotions, mais c'est positif, c'est-à-dire le soin n'a pas pour but de faire du tort à la personne, qu'elle se sente mal, c'est qu'à la fin, elle va mieux. Mais voilà, il y a des cas où, disons, comme quelqu'un qui recevrait un soin ostéopathique, un massage, ou même parfois certains médicaments, peut avoir des effets au début désagréables, mais dans le fond, c'est positif. Et oui, parce qu'il y a le soin d'un côté, et il y a le voyage de l'autre, effectivement. Ouais. Parce qu'on peut venir te voir en te disant, écoute, est-ce que tu pourrais me faire un soin, parce que je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'ailleurs, comme en général, est-ce que c'est plus pour des douleurs physiques ou des douleurs morales Alors, le chamanisme, le soin chamanique, il va traiter, comme je l'ai dit, en priorité l'aspect spirituel. Mais il peut avoir des effets positifs jusque effectivement dans la matière. Par exemple, je connais quelqu'un dont le psoriasis a été soigné par chamanisme. Sachant que l'être humain est un tout, en fait. On a cette vision très mécaniste du corps et du médicament. Vous avez mal au pied, on va soigner votre pied. Mais dans les traditions, par exemple, la médecine traditionnelle chinoise, on voit bien qu'on va parfois toucher un méridien qui n'est pas proche du pied physiquement pour régler un problème du pied, par exemple. Le chamanisme, d'une certaine manière, le soin chamanique peut un peu fonctionner comme ça. C'est-à-dire on va travailler sur quelque chose et ça va avoir des effets multiples à travers tout le corps de la personne, y compris donc sur la partie énergétique, invisible de cette même personne. Tu disais quelque chose d'important, qu'on a l'habitude de considérer les choses comme réelles et tangibles quand on peut les appréhender avec nos sens. Et je pense notamment à la vue, parce que tu parlais de microbes, de virus, de rayonnements qu'on ne peut pas voir. Et justement, dans la pratique chamanique, donc quand on est en transe, un des premiers trucs, c'est de se bander les yeux, c'est ça ? Ouais, effectivement, ça c'est pas forcément toutes les cultures, mais enfin, à ma connaissance, la plupart des cultures chamaniques, effectivement, il y a cette idée d'approfondir l'état de conscience, et notamment pour le chaman ou la chamane qui est entre les deux mondes. C'est-à-dire le chaman, la chamane, elle est là physiquement, elle est en train de pratiquer. En général, elle est même mobile, elle se rapproche de la personne à soigner, par exemple, etc., ou elle joue le tambour, etc. Donc, elle ne peut pas être aveugle, fermer complètement les yeux, mais il y a souvent un bandeau, quelque chose qui permet d'être entre ces deux mondes, à la frontière des deux univers. C'est ça le propre du chaman. C'est quelqu'un qui, par une longue pratique, et parfois même très exigeante pour les traditions, les chamans traditionnels, bien plus que ce que nous on fait en Occident la plupart du temps, il développe cette capacité à être entre les deux mondes, à être les messagers entre l'invisible et le visible, pour soigner une personne, pour régler un problème de la communauté, voire pour modifier, pour décider des dates de semences. C'est un rôle qui peut toucher tous les aspects de la vie pratique. Et effectivement, il y a souvent ce truc du chaman qui est entre les deux. Et quand on fait un voyage chamanique, par ailleurs, une personne qui n'est pas chamane elle-même, c'est bien, oui, de se bander les yeux, ça permet d'entrer plus facilement dans cet état modifié, et puis de pas, effectivement, la vue, c'est le sens chez nous qui monopolise beaucoup. Voilà, ce que je voulais te dire, c'est le sens dominant. C'est le sens souvent dominant. Et quand tu supprimes ça, que tu as peut-être plus facilement accès. Ouais. Forcément, déjà pour... c'est ça, tu supprimes les stimuli visuels. On le voit, il y a beaucoup de pratiques. La méditation, souvent on le fait les yeux fermés. Enfin, il y a beaucoup de pratiques. Quand on veut se concentrer, on dit fermez les yeux, concentrez-vous. Enfin voilà, c'est l'hypnose, etc. On voit bien que ces pratiques, pour beaucoup de ces disciplines, de ne pas avoir la vue qui va monopoliser notre attention. Est-ce que tu dirais que tu vois des choses quand tu entres en état modifié de conscience ? Alors, oui, effectivement, je vois des choses.
Alors dans mon cas, ça se présente, ça peut être assez fugace, mais je vois des paysages, je vois ce que moi j'appelle donc mes esprits alliés, voilà, qui sont des esprits avec lesquels je travaille, soit pour apprendre des choses, pour poser des questions, pour soigner. Voilà, donc je vais les voir apparaître, passer, je vais voir différents types de lieux éventuellement que je vais visiter, parce qu'il y a différents univers. La plupart des traditions chamaniques divisent le monde ou les univers en trois mondes différents. Donc le monde d'en bas, qui est un monde invisible très lié à la nature, le monde du milieu, qui est le monde de la matière, celui où nous évoluons au jour le jour, et le monde d'en haut, qui est un monde plus de la spiritualité et des guides spirituels et des concepts, etc. Donc ça, je dis ça à très gros traits. Euh, et donc voilà, donc on peut partir en tant que praticien, voyager dans ces univers-là et les voir, découvrir les paysages de ces univers. C'est très intense, parfois c'est plus fugace. Euh, voilà, c'est variable, mais en tout cas c'est de l'ordre dans mon cas de la vision. Il y a des personnes par contre pour qui le chamanisme est surtout auditif ou sensitif. Voilà, je me souviens de cette personne que j'avais croisée dans un séminaire qui, à la rencontre de son animal totem, de cet esprit allié, le sentait physiquement au toucher. Elle sentait qu'il avait des poils, des écailles, etc. Mais elle n'arrivait pas à le voir au sens de la vue. Pourquoi pas? Voilà, il n'y a pas de règle absolue. Je le dis souvent aux personnes que j'accompagne. Il ne faut pas forcément s'attendre à voir ceci ou à sentir cela, etc. C'est très variable d'un individu à l'autre et selon aussi la pratique et l'intensité de la pratique. Est-ce que tu as un animal totem? Oui, j'en ai même plein en fait. Je travaille, donc oui, il y a cette idée, voilà, il y a cet animal principal en fait, que dans la plupart des traditions chamaniques, il y a l'idée qu'on est accompagné par un esprit allié. Dans notre culture, on parlerait volontiers d'ange gardien, en fait. Voilà, c'est un esprit, une énergie, une conscience alliée qui, depuis notre naissance, veille sur nous. Voire avant, dans certains cas, on se dit, avant même qu'on soit né, simplement, au moment où notre âme s'incarne, cet esprit-là s'est dévoué pour nous suivre et nous aider, si on le veut bien, si on fait appel à lui durant notre vie. Donc l'une des pratiques de base du chamanisme, c'est d'aller à la rencontre de cet esprit-là. Et effectivement, traditionnellement, c'est souvent un animal. C'est presque toujours un animal. Et donc on l'appelle souvent l'animal totem, même si parfois il ne ressemble pas à un animal, c'est pas grave. Ou parfois l'animal de pouvoir, enfin il y a différentes appellations, c'est pas le plus important. Mais en tout cas, oui, je suis allé à la rencontre de cet animal. Et de plusieurs autres, parce qu'en fait, quand on est praticien chamanique, on apprend toutes sortes de techniques pour soigner les gens. Et parfois, il y a une technique donnée à un animal donné, ou un esprit, pardon, qui n'est pas forcément un animal allié, qui va être celui qui fait passer cette technique, qui met en place cette technique. Donc voilà, maintenant, à force de pratique, au bout de plusieurs années, je suis accompagné, entre guillemets, suivi d'un petit groupe de fidèles esprits alliés, évidemment invisibles, mais moi je sais qu'ils sont là, auxquels je fais appel selon mes activités et mes besoins. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton animal totem principal? Alors oui, il y a un peu une culture du secret. En tout cas, dans certaines cultures chamaniques, c'est pas quelque chose que l'on dévoile aisément. Je dirais que il y a des animaux totems, des animaux de pouvoir qui vont clairement même dire aux praticiens chamaniques, à la personne, tu peux parler de moi, parle de moi, c'est bien, etc. Donc moi c'est le tigre, voilà, c'est mon animal de totem, c'est un tigre, en tout cas un grand félin, parce que parfois il change un peu d'aspect, et c'est l'une des particularités des esprits, hein, ce sont des consciences qui n'ont pas de forme. Donc en fait, nous les percevons, nous les voyons, dans notre esprit, quand on entre en contact avec eux, ils ont une forme, mais il faut bien garder à l'esprit, voilà, que ce ne sont pas des êtres incarnés dans la matière. Donc parfois le tigre il est blanc, parfois il est orangé, parfois on dirait une panthère ou un lion, c'est plus rare mais ça arrive. Voilà, mais en tout cas je sais que c'est lui, je le reconnais. Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu l'as rencontré? Oui, je me rappelle de la première fois où j'étais un peu hésitant, puisque c'était mon tout premier voyage chamanique. Je n'avais pas été formé ni rien.
C'est ce que je propose de vivre aujourd'hui à ceux et celles qui le souhaitent. Et donc j'ai vu effectivement ce tigre, mais j'ai vu aussi une baleine à l'époque. Et puis je me disais, alors oui, mais j'aime bien les tigres de toute façon, alors peut-être que tout ça c'est mon imagination, l'éternel questionnement de l'imagination. Voilà, mais par contre, je me souviens plus nettement, je dirais de manière c'est plus frappant pour moi, d'une des peut-être la première ou deuxième fois que je l'ai rencontré en séminaire de formation chamanique, d'une très grande émotion. C'est-à-dire là, il y avait vraiment, j'avais envie de pleurer, mais pas du tout de tristesse, c'était une émotion très forte. Je sentais que ce tigre était là, et que c'était vraiment un allié, c'était une présence amicale et très forte. J'avais presque l'impression que si je me retournais, je le verrais derrière moi. Et voilà, donc j'ai été pris de cette émotion très forte, et ça c'est typique de ce rapport à l'animal totem. Bon, souvent, pour beaucoup de gens, il y a une émotion forte, ce qui est souvent joyeuse. En tout cas, il se passe quelque chose parce qu'on reconnecte avec une énergie la plupart d'entre nous, avec laquelle on n'avait plus de contact ou on n'en avait jamais eu. Et c'est comme retrouver un vieil ami, en fait, après des années, et ça peut être très, très émouvant. Tu vois, ça me fait penser là, en t'écoutant parler, un jour je me suis dit, j'étais seule chez moi, et je me suis dit finalement que la solitude c'était, d'un point de vue, c'était relatif, parce que si on y pense bien, là actuellement j'ai des millions de petits organismes dans mon ventre, et j'ai un univers dans mon ventre, et il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur. Et c'est un peu pareil pour le chamanisme finalement. Quand on commence à être dedans, on doit se sentir quand même beaucoup entouré. Effectivement, c'est un des aspects qui m'intéresse le plus. J'ai coutume de dire que le chamanisme réenchante le monde euh, parce que justement, voilà, il élargit la vision qu'on peut avoir du monde, et notamment tout ce qui est inanimé dans notre monde rationnel. On en vient à le percevoir différemment et à le voir animé. Donc d'ailleurs, voilà, le chamanisme, c'est une forme d'animisme. Il y a l'idée qu'il y a des esprits en tous les êtres vivants, bien sûr, mais aussi des lieux, même des objets manufacturés. Voilà, il y a une conscience, enfin des consciences globales qui irriguent l'ensemble du réel. Donc oui, c'est difficile de ce point de vue-là d'être seul. Quand on a un regard chamanique sur le monde, on sait qu'on est entouré, on a cette conviction, en tout cas, d'être entouré d'esprits, de conscience, même certes invisibles, mais bien présents, et avec lesquels on peut interagir. Après, ça ne veut pas dire que nos semblables du monde physique ne nous manquent pas. On peut bien sûr, on a le droit de se sentir seul, d'avoir de la solitude, d'avoir envie de voir quelqu'un physiquement présent, une personne incarnée dans la matière, bien entendu. Mais en tout cas, ça ouvre grandement ça. Et donc, par exemple, une balade en forêt prend une dimension très différente quand on ne voit pas les arbres comme des espèces d'objets, de décors inanimés, mais comme des êtres vivants, bien sûr, et même habités d'une conscience. Waouh. Bah, du coup, ça me donne envie d'aller me balader en forêt, tu vois. Moi aussi. C'est vrai. Tu vois, je pense aussi au film par exemple, hein, parce qu'il y en a plein d'autres, mais de Miyazaki, Ouais. Le voyage de Chihiro, tous ces films-là. Pour toi, c'est justement, est-ce que tu dirais que ça a à voir avec l'animisme et le chamanisme? Très clairement, la plupart des longs métrages du studio Ghibli, et notamment voilà, de ceux d'Hayao Miyazaki, ils sont très très influencés par l'animisme, c'est évident. Bon, le voyage de Chihiro, c'est carrément, voilà, c'est un festival chamanique, quoi. Il y a des esprits partout, c'est complètement ça. Et effectivement, ça peut donner une idée de ce que c'est que d'évoluer quand on est soi-même chaman au milieu de plein d'esprits dont on sent qu'ils nous entourent, quoi. Voilà, après, évidemment, c'est très joliment mis en scène, et il y a toute l'histoire et tout ça. Mais clairement, ouais, c'est très, très, très chamanique, tous ces films-là. Hmm. Tu disais que toi, finalement, tu avais été introduit un petit peu, que tu avais eu envie d'explorer la voie chamanique parce qu'une amie le pratiquait. Est-ce que justement il y a beaucoup de femmes, tu dirais, dans le chamanisme? Est-ce que c'est 50-50 ou pas? C'est un large sujet. Je dirais que, parlons déjà donc, des formations que j'ai suivies, donc auprès de la FSS, Federation for Shamanic Studies en France, la branche française.
Il y a sans doute une majorité de femmes, mais pas mal d'hommes, c'était relativement équitable, mais voilà, une majorité quand même de femmes dans la plupart de ces formations. Euh, Clairement, après, dans les cultures chamaniques traditionnelles, je pense que ça varie. C'est-à-dire, il y a peut-être des cultures où c'est un rôle dédié à un sexe, enfin un genre ou à l'autre. Mhm. Euh, donc ça, je ne suis pas assez expert pour le dire, mais bon, on a l'exemple voilà, de Corinne Sombrin qui a travaillé sous l'égide de Enketuya, qui est donc une chamane. Et puis après, on voit parfois des chamanes d'Amérique du Sud qui sont plutôt des hommes, à ma connaissance. Donc ça varie. Mais il y a un récit mythologique qui raconte que, en gros, les grands esprits ont envoyé un aigle au contact des hommes pour leur enseigner en quelque sorte le chamanisme ou l'accès au mystère du monde, et que les hommes masculins, donc ils ont vu l'aigle et puis ils ont dit non, ça ne nous intéresse pas, on ne comprend rien. Enfin voilà, ça s'est pas bien passé. L'aigle est retourné et donc l'esprit lui aurait dit, le grand esprit lui aurait dit, mais tu repars sur Terre et féconde la première personne le premier être que tu rencontreras. Il me semble qu'en est sortie une femme, et c'était elle la première chamane, en fait, la première personne à aller au-delà du regard simple matérialiste des choses. Alors, voilà, c'est un récit que je raconte assez mal, mais il y a beaucoup d'histoires qui relient dans les mythes, dans les traditions chamaniques, dans les mythes anciens, la femme et le chamanisme. Peut-être parce que justement, il y a cette notion déjà de créativité et de capacité à donner la vie, et un regard plus ouvert à des choses de l'ordre de l'impalpable, même si je ne veux pas faire d'essentialisme. En tout cas, clairement, je pense pouvoir dire, sans trahir du tout sa parole, que par exemple Laurent Huguely, mon formateur, lui, il estime que les femmes ont vraiment un rôle majeur à jouer dans l'avenir, et dans l'avenir du chamanisme notamment. Son dernier ouvrage s'appelle Mère, et il fait passer le message qui nous vient de l'esprit de la forêt amazonienne, qui est le grand esprit de la forêt, qui en quelque sorte parle pour toute la forêt à travers le monde. Et c'est une mère, c'est un esprit maternel, profondément féminin. Donc clairement, il y a peut-être en tout cas notre part féminine, on va dire, qu'on soit un homme ou une femme ou autre, au niveau de notre genre, en tout cas notre part féminine est certainement sollicitée par le chamanisme. Et il y a peut-être pour certains hommes la nécessité de nourrir cette part-là pour mieux pratiquer le chamanisme. Après, il y a un chamanisme dit guerrier parfois qui est un peu rentre-dedans. Les chamans ne sont pas forcément des gens tous des êtres sains et bons et méditant dans leur grotte tranquillement, etc. Et c'est des gens, ils sont aussi dans la réalité, ils peuvent avoir des émotions, des envies, des jalousies. Les chamans parfois s'affrontent. Ils ont un peu un côté aussi paysan au sens main dans la terre. Ils font des choses. C'est pas des prêtres ou des sages spirituels. Donc il y a un chamanisme parfois un peu bagarreur, un peu rentre dedans. C'est une forme de chamanisme, mais clairement aujourd'hui en particulier, je pense qu'on peut dire que le monde a besoin au contraire d'un chamanisme du soin, de la prise en compte de l'autre, voilà, qui sont des qualités qu'on associe plutôt au féminin. Je vais te poser une question volontairement réductrice fermée. Est-ce que tu penses que l'avenir sera féminin ou ne sera pas? Ça correspond un peu à ce que je viens de dire, c'est-à-dire, en effet, on peut. Alors voilà, comme tu l'as dit, c'est une formulation, bon, voilà. Mais ça ne me choque pas du tout. Voilà, c'est évidemment une manière limitée de dire les choses. Comment tu l'as dit Est-ce que l'avenir sera féminin ou ne sera mais, pas? mais tu l'as décrit comme étant une question Je t'ai dit que c'était quelque chose réductrice. de réducteur. Voilà. Donc, effectivement, c'est une manière certainement voilà, qu'on peut qualifier de réductrice, surtout que si on n'est pas soi-même en lien avec sa part féminine, ça peut nous énerver. Mais oui, moi je pense que ça correspond à ce que je disais là, c'est-à-dire notre monde d'aujourd'hui, il a un immense besoin de spiritualité d'une part, donc d'un rapport autre que la possession et le matérialisme.
et aussi du soin de l'autre, du soin du vivant, du soin de la nature. Et donc ça, c'est des choses qui sont traditionnellement associées, encore une fois, à la part féminine. Après, on peut être un homme et être beaucoup comme ça, et être une femme, bien sûr, et ne pas ressentir ça, mais en tout cas, voilà, c'est clairement... Donc oui, si on ne va pas vers cette part féminine, donc c'est ce respect de l'autre, ce soin de l'autre, dans son ensemble, vraiment ce soin du monde en fait, c'est la cata. Donc d'une certaine manière, l'avenir sera féminin ou ne sera pas. Ouais. Hmm. C'est quelque chose qui te parle, le concept. Alors, moi, je connais pas bien, j'ai écouté des choses à ce propos. C'est un peu un concept fourre-tout et en même temps, il est assez parlant. L'écoféminisme, j'ai l'impression que ça rejoint ce que tu as dit finalement. C'est le lien entre la terre-mère et l'envie de donner aux femmes plus de pouvoir et plus d'égalité et plus de place. Oui, absolument. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'écoféminisme, mais c'est comme ça en tout cas que je le comprends. Je pense que c'est complètement lié, même si évidemment il y a un certain nombre de gens qui se revendiquent de l'écoféminisme vont peut-être dire le chamanisme c'est quelque chose de farfelu et qui ne nous intéresse pas. C'est tout à fait OK. Mais en tout cas, je pense que ça finalement, voilà, ça regarde la même chose, la même situation. Les mêmes nécessités avec un angle qui n'est pas le même, mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire je pense que l'écoféminisme défend l'idée pas seulement que c'est les femmes, mais qu'en gros c'est justement cette notion d'égalité, de soin de l'autre, qu'on ne peut pas être écologiste en continuant à détruire ou à exploiter des peuples ou des minorités, etc. Donc c'est un féminisme qui est très large en fait, qui se soucie de tous, peut-être même des animaux, des non-humains, je l'espère en tout cas. Je suis sûr qu'il y a des synergies déjà, et puis que finalement ces mouvements-là se rejoignent et se rencontrent parce que et impliquent, comme je le disais, donc des personnes qui ne sont pas de genre féminin, mais qui sont en contact avec cette part féminine, cette nécessité d'être dans le soin du monde. Oui, parce que c'est vrai que tu vois, j'ai écouté un petit podcast sur l'écoféminisme et j'ai noté en gros que c'était combattre le capitalisme et sa logique de domination des femmes, mais aussi de la nature. Ni la terre, ni les femmes ne sont des territoires à exploiter. Et donc il parle de patriarcat et de capitalisme industriel et mortifère. Donc voilà, tout est lié. Mais justement, les hommes aussi sont victimes de ça, tu vois. C'est ça qui est intéressant. C'est de ne pas scinder, de ne pas dire qu'il y a les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Tu parles aussi de ta part féminine. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, justement. Oui, c'est pour ça que je parle de ça, c'est que ça concerne tout le monde, quel que soit notre genre. Voilà, il y a une structure qui a été mise en place, effectivement. Je pense que le patriarcat et le capitalisme sont très liés, en fait, par justement cette notion de domination, accumulation du pouvoir, des richesses, etc. Exploitation des femmes, des minorités, des peuples moins riches ou autres. Et cette espèce de truc déséquilibré, en fait, qui aujourd'hui atteint des niveaux de déséquilibre et d'injustice et voilà, complètement spectaculaire et mortifère. Donc heureusement qu'il y a ce mouvement, et je pense que le chamanisme, le besoin de chamanisme, en fait, le fait que le chamanisme, notamment en Occident, voilà, se développe à ce point, avec une majorité de femmes en tant que praticiennes, n'est pas un hasard. Tout ça, ça va dans le même sens. Et le message de la forêt d'ailleurs est celui-là en fait, qu'il est nécessaire de changer sur notre regard et notre rapport au monde. C'est beau de se dire que c'est quand même, le chamanisme c'est quelque chose d'ancestral, ça a combien? Plusieurs millénaires hein. Ouais, c'est difficile à dire, mais disons les chiffres varient un peu parce qu'évidemment il y a le chamanisme que l'on a pu étudier, et puis il y a, comme j'évoquais, voilà, les grottes de Lascaux où on pense que c'était du chamanisme. Mais en tout cas, effectivement, c'est des millénaires, quoi. C'est des traditions millénaires qui ont évolué avec le temps, bien sûr, qui se sont... Après, les hommes se sont répartis à travers le globe et ils ont développé leur pratique, mais c'est très très ancien. C'est l'ancêtre de toutes les pratiques chamaniques, et peut-être même, d'une certaine manière, l'ancêtre de la médecine. On pouvait soigner des gros problèmes par le chamanisme. Et puis, de nos jours encore, il y a des peuples qui soignent leurs difficultés. Des maux physiques, des problèmes entre eux, toutes sortes d'afflictions par le chaman. On peut dire vraiment que c'est une philosophie de vie, enfin moi je le vois un peu comme ça, une philosophie de vie, et puis même que ça peut apporter une éthique. Un regard sur le monde, clairement,
Après, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est important de le répéter, pour moi en tout cas, le chaman n'est pas un saint homme ou la chamane n'est pas une sainte femme. On peut être chaman très doué et faire du tort à des gens, être, je sais pas, orgueilleux. Il est très important d'y associer de l'éthique. C'est-à-dire, si on a une pratique chamanique mais qu'on n'a pas d'éthique, déjà, il est probable que la pratique elle-même trouve ses limites, même si je pense qu'il y a peut-être des chamans dits sorciers, etc., qui sont quand même capables de faire des choses très puissantes. La pratique chamanique, en tout cas telle que moi je la vois, ça nécessite ce concept, cette recherche, effectivement, de l'éthique et de l'impeccabilité. L'idée que pour que ça fonctionne, il faut être impeccable. Ce que je fais en chamanisme, je le fais de mon mieux, de tout mon cœur, en essayant d'être impeccable. Ce n'est pas le chaman qui a des pouvoirs, c'est les esprits en fait qui font les choses. Je me permets de résumer, en tout cas je dirais que le chamanisme, ça t'apporte vraiment un équilibre. C'est une partie importante de ma vie, puisque ça élargit mon regard sur le monde, ça me passionne, ça me pousse à me poser des questions, ça me pousse à m'améliorer dans certains domaines. Je disais que ça réenchante le monde, donc le monde est parfois dur, le monde vu par le prisme de nos actualités, simplement quand on regarde les chiffres, quand on se penche sur la grande quantité de problèmes, notamment écologiques, qui aujourd'hui traversent le monde, on peut parfois déprimer, et le chamanisme a cette capacité effectivement d'apporter des outils, d'apporter une forme d'espoir et une forme d'équilibre, en effet. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ? Le mot de la fin, donc, j'ajouterais que c'est un domaine passionnant, que si ça vous a un peu parlé, si cet échange-là vous fait pas dire mais c'est complètement farfelu, je ne veux plus jamais en entendre parler, mais au contraire, oh ça m'intrigue, j'aimerais bien en savoir plus, voilà, n'hésitez pas. Puis pour les personnes qui ont l'immense privilège d'habiter dans la région de Bordeaux, n'hésitez pas, sait-on jamais, à me contacter pour une découverte, voilà, de ce que c'est que le chamanisme, plus dans la pratique, parce que ça, voilà, c'est peut-être ça qui est très intéressant à dire, que j'aurais dû dire avant tout. Le chamanisme, c'est pas un truc qui se vit intellectuellement, c'est pas un truc qu'on enseigne à coup de PowerPoint et de bouquins et de cours, c'est quelque chose qui se pratique. Ça, c'est hyper important, on le découvre en le vivant. C'est pas dogmatique, c'est chacun son chamanisme, sa sensibilité, sa façon de le vivre. En tout cas, je vous encourage aussi à vivre ça et à contacter Guillaume si besoin, parce que moi j'ai fait des voyages avec lui et c'était vraiment super. C'était une expérience hyper agréable et qui m'a vraiment parlé et qui me donne envie de continuer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Guillaume. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. À bientôt sur nos lignes.